Voici une statistique qui va complètement à l'encontre du fameux mythe fondateur de la Silicon Valley. C'est un truc qui bouscule tout notre imaginaire collectif. Les gens qui conservent sciemment leur emploi salarié tout en lançant leur entreprise en parallèle, ils affichent un taux de survie entrepreneurial supérieur de 33,3% par rapport à ceux qui démissionnent d'un coup pour se lancer. Ouais, c'est énorme. Ah, c'est massif. Cette donnée, elle vient des recherches de l'université du Wisconsin et elle brise instantanément cette image, de l'entrepreneur héroïque qui devrait absolument brûler ses vaisseaux et se mettre carrément en danger de mort financière pour espérer réussir. Bah oui, les mathématiques et la psychologie du travail, elles racontent une histoire très très différente de cette espèce d'injonction contemporaine au romantisme entrepreneurial, quoi. Le fameux saut dans le vide, qui est célébré partout comme la preuve ultime de l'engagement d'un créateur, quand on regarde à travers le prisme des données, ça se révèle bien souvent être une erreur stratégique, mais vraiment fatale. Et c'est exactement le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Le Murmure Digital. Je suis ravie de vous retrouver. L'objectif aujourd'hui, pour cette nouvelle plongée au cœur de l'innovation, c'est de déconstruire cette fameuse obligation à la démission salvatrice. C'est ça. On va examiner en détail pourquoi le risque pur, en fait, c'est un mythe destructeur. Absolument. En s'appuyant sur un rapport vraiment exhaustif qui mêle théorie économique, psychologie du travail et des données institutionnelles. On va décortiquer une thèse centrale hyper fascinante. Cette thèse, c'est que les fondations les plus solides pour une nouvelle entreprise se bâtissent en réalité grâce à des processus asynchrones, extrêmement lents et d'une prudence presque obsessionnelle. Et c'est vraiment une approche systémique qui est hyper éclairante. Parce que, pour le coup, elle refuse les opinions toutes faites, pour se concentrer uniquement sur les structures, sur ce qui se passe vraiment. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel pour quiconque écoute cette exploration. On invite tout notre public à s'abonner à la chaîne YouTube Le Murmure Digital, à activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines analyses, et bien sûr à laisser un j'aime. Ça soutient énormément le travail de recherche derrière l'émission. C'est super important, ouais. Merci à ceux qui le font. Bon, alors, pour comprendre pourquoi on veut démissionner, il faut déjà examiner la ligne de démarcation fondamentale entre le salariat et l'entrepreneuriat au niveau économique. Comment on définit ça, en fait ? Bon, c'est assez simple quand on regarde la structure. Le contrat de travail salarié, c'est fondamentalement un instrument de mutualisation du risque. Il t'impose un lien de subordination juridique, ça restreint ta liberté d'action au quotidien, c'est sûr. T'es un patron, des horaires, des règles, quoi. Exactement. Mais en échange de cette soumission, on va dire, le salariat absorbe l'incertitude. Le revenu devient fixe, ta protection sociale est garantie, alors qu'à l'inverse, le profit entrepreneurial, lui, il est purement stochastique. Ah, ce mot-là, stochastique, il mérite d'être posé concrètement, je pense. Parce que dans la vraie vie, ça veut dire que pendant que tes factures incompressibles, elles tombent avec une régularité de métronome tous les premiers du mois. Ouais, le loyer n'attend pas. Bah oui, le loyer, l'électricité, tout ça. Mais tes revenus, de l'autre côté, ressemblent aux montagnes russes. Enfin, je veux dire, on peut gagner 0 € pendant 6 mois et puis boum, décrocher un contrat à 100 000 €. Et cette asymétrie entre des charges fixes et des revenus aléatoires, ça crée une pression colossale. C'est le nerf de la guerre. Pour utiliser une métaphore, moi je trouve que le salariat, ça s'apparente à un abonnement tout compris pour vivre à l'intérieur d'une forteresse. J'aime bien l'image. Tu vois, les remparts sont épais, il y a des réserves de vivres, les tempêtes économiques à l'extérieur sont amorties par l'employeur, mais le truc c'est qu'on ne possède pas les murs. C'est ça. Et sortir de la forteresse pour aller construire son propre château, ça t'expose immédiatement aux intempéries. D'ailleurs, les modèles économiques fondateurs, si on prend par exemple les travaux de Robert Lucas en 1978, ils ont modélisé cette décision de sortie. Et qu'est-ce qu'ils disent ces modèles ? Selon sa théorie, un individu rationnel va toujours comparer l'utilité marginale de son salaire garanti, qui est certain, avec le profit attendu et ultra risqué de sa création d'entreprise. En gros, on pèse la certitude d'un chèque mensuel contre la probabilité très très floue de gagner un ticket de loterie entrepreneuriale. C'est un calcul de probabilité en somme. Voilà. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, ce calcul soi-disant rationnel, il est lourdement faussé dans la réalité par 2 variables majeures. Je t'écoute. La première, c'est la richesse initiale. Parce que, tu sais, le marché du crédit, il est imparfait. Avoir une idée de génie, c'est bien, mais ça suffit pas toujours à obtenir un prêt à la banque. Ah bah non, surtout sans garantie derrière.
Donc ton capital de départ dicte largement ta capacité à prendre ce risque. Et la seconde variable, et c'est crucial, ça concerne le niveau général des salaires sur le marché. Ah, du coup, si le marché de l'emploi rémunère super bien les talents en ce moment, le fameux coût d'opportunité, il devient gigantesque. Exactement. Un cadre supérieur très bien payé, il aura infiniment plus de mal à justifier son départ parce que, pour reprendre l'analogie, la forteresse est tout simplement trop confortable. C'est tout à fait ça. Et en fait, ça remet sérieusement en question la notion même de courage dont on parle tout le temps. C'est clair. Si quelqu'un reste salarié, c'est pas forcément par lâcheté. C'est juste que la structure des incitations économiques rend la fuite totalement illogique. Ouais, le courage, c'est bien souvent une illusion qui est construite rétrospectivement par ceux qui ont réussi, tu vois. La décision de rester ou de partir, elle est dictée par des incitations bien plus froides. Mais bon, si l'économie nous donne ce cadre théorique un peu froid, l'analyse psychologique du rapport révèle autre chose. Elle révèle que le moment même de la démission, il échappe souvent à toute rationalité économique. Ah oui, complètement. Le rapport montre bien que la rupture professionnelle, c'est presque jamais un élan joyeux vers la création. Non, c'est plutôt l'aboutissement d'une souffrance, non? C'est une stratégie de fuite. Une fuite face à un présent qui est devenu insoutenable au bureau. Et ça frappe très durement. Le rapport décrypte des trucs comme la perte de sens profonde, le brown-out. C'est quand l'employé ne comprend même plus l'utilité de sa tâche au quotidien. Ce fameux sentiment d'occuper un bullshit job. Voilà. Ou alors il y a la distorsion de la reconnaissance. Faut s'imaginer l'effet destructeur que produit une asymétrie flagrante. Tu sais, tu fournis un effort colossal au quotidien, et puis tu vois la promotion ou l'augmentation aller à un collègue qui est visiblement moins investi. C'est dévastateur pour la motivation. C'est un poison lent, ouais. Ça ronge l'engagement et ça fait germer cette envie viscérale de réinvention radicale, mais qui est souvent très teintée d'amertume. Et le problème, c'est que cette amertume, elle mène tout droit à l'un des dangers cliniques les plus graves soulevés par l'étude. Lequel? Démissionner sous l'emprise d'un épuisement professionnel, d'un burn-out. Qu'il soit conscient ou non, d'ailleurs. Parce que la physiologie du burn-out, elle détruit littéralement tes réserves cognitives. C'est-à-dire... Ça a un impact biologique. Ah! Bah oui, ta mémoire de travail, ta capacité à résoudre des problèmes complexes, la régulation de tes émotions, tout ça, c'est à sec. Or, fonder une entreprise, ça exige une charge mentale et une acuité stratégique complètement hors du commun. C'est clair. Donc, si tu poses les fondations de ton nouveau projet sur un cerveau qui est en état d'épuisement total, ton entreprise elle est structurellement friable dès le tout premier jour. C'est fou parce qu'on voit tellement souvent cette image romantique de la personne qui plaque son emploi hyper toxique dans la finance ou dans le marketing pour ouvrir, je sais pas, du jour au lendemain une maison d'hôtes ou lancer son application. Et elle pense que la liberté nouvelle va guérir l'épuisement par magie. Sauf que ça marche pas comme ça. Non. Cette croyance, elle nie totalement le fonctionnement de la psyché humaine lors d'un grand bouleversement. D'ailleurs, le rapport s'appuie sur un modèle clinique fascinant, celui de William Bridges, développé au début des années 90. Oui, le fameux modèle de transition. Exactement. Il opère une distinction cruciale entre le changement et la transition. Le changement, c'est juste la mécanique de l'événement. Poser sa démission, rendre son ordinateur portable, signer les papiers RH. C'est extrêmement rapide. C'est l'acte extérieur. C'est ça. Mais la transition, en fait, c'est le logiciel interne qui doit se mettre à jour. Et ce processus psychologique, lui, il est hyper lent, on ne peut pas l'accélérer. Et Bridges cartographie ça en 3 phases incompressibles. La toute première, ironiquement, il l'appelle la fin. Oui, ça commence par la fin. C'est ça. Avant même de commencer quoi que ce soit, ton cerveau doit faire le deuil de son ancien statut, de sa petite routine et même, tu vois, du prestige social qui était associé à l'ancienne carte de visite. Ouais, le fameux « je suis directeur de trucs chez machin », faut faire une croix dessus. Exactement. Et ensuite vient une période très particulière qu'il nomme la zone neutre. Et là, c'est un espace de confusion totale. Un brouillard complet. L'individu ressent une baisse drastique de sa motivation, un vrai brouillard cognitif, un sentiment de perte de repère totale. Mais du coup, c'est qu'après ça que vient la suite. Voilà, c'est qu'après avoir traversé ce désert, que la 3e phase, le nouveau départ, avec son fameux regain d'énergie créative, elle peut véritablement émerger. Alors là, attends, parce qu'il faut quand même avouer que ce concept de zone neutre, il a de quoi laisser un peu sceptique. Surtout dans notre culture actuelle qui valorise à fond l'hyperproductivité. Je vois ce que tu veux dire. Bah oui, est-ce que c'est pas profondément paradoxal, voire même carrément contre-productif de dire qu'une nouvelle aventure doit obligatoirement commencer par un deuil ? Entendre qu'il est normal d'être désorienté et improductif sur son canapé pendant des mois, ça ressemble quand même beaucoup à une couverture académique chic pour juste justifier l'inaction, non ?
Un créateur, c'est pas censé être animé par une passion brûlante dès le jour 1. Le rejet de cette zone neutre, c'est une réaction très très commune, justement à cause de cette culture de la productivité. On veut tout de suite. Ouais. Pourtant, nier cette étape de deuil et de désorientation, sous couvert d'un enthousiasme forcé, ça garantit un blocage sévère à moyen terme. En fait, la zone neutre, c'est pas du tout de la paresse. C'est un sas de décompression neurologique qui est vital. Ah oui, carrément, neurologique vétal. Oui, réfléchis bien. Le cerveau d'un salarié qui a passé, disons, 10 ans dans un grand groupe. Il a intégré des centaines de dogmes, des processus de validation hyper lourds, des réflexes de conformité au quotidien. Ouais, le fameux « on a toujours fait comme ça ici ». C'est ça. Et sans une période de vide pour littéralement désapprendre ces mécanismes, la personne va inconsciemment cloner tous les dysfonctionnements et toutes les hiérarchies toxiques de son ancien employeur directement à l'intérieur de sa propre start-up. Oh, waouh. Donc tu emmènes le poison avec toi. Voilà. Il faut vraiment accepter de se perdre temporairement pour purger l'ancien système d'exploitation, quoi. D'accord, je comprends mieux. Mais alors, si la démission abrupte provoque un tel cataclysme, à la fois financier avec le risque et psychologique avec cette fameuse zone neutre, comment on explique que de nouvelles entreprises fleurissent en permanence? C'est la bonne question. Et le secret, il réside justement dans la capacité à contourner complètement ce saut dans le vide. La solution, qui est confirmée par les statistiques qu'on a évoquées tout au début de l'émission, c'est l'entrepreneuriat hybride. Oui, garder son job. Exactement. Environ la moitié des nouvelles entités commerciales naissent de fondateurs qui ont gardé leur emploi à temps plein et qui construisent leurs projets la nuit, les week-ends ou pendant leurs congés. Et l'histoire industrielle et technologique, elle fourmille littéralement de ces doubles vies. C'est fascinant. C'est vrai, on oublie souvent les débuts. Prends le mythe du garage, là. Ça occulte souvent le fait que Steve Wozniak, c'était pas du tout un chômeur désespéré quand il a conçu l'Apple I. Il bossait pas chez HP? Si, chez Hewlett-Packard. Il bénéficiait du salaire et de la sécurité d'un ingénieur. Henry Ford, pareil. Il travaillait pour la compagnie de Thomas Edison pendant le développement expérimental de ses tout premiers moteurs à combustion. C'est fou ça. Pierre Omidyar, le créateur d'eBay, il percevait un revenu hyper régulier chez General Magic. Et l'exemple que je trouve le plus éloquent, c'est celui de Sarah Blakely. La fondatrice de Spanx. Ouais. Elle a bâti l'empire Spanx depuis les recherches de brevets jusqu'au tout premier prototype de ses sous-vêtements, en continuant tous les jours d'arpenter la Floride pour vendre des télécopieurs en porte-à-porte. C'est incroyable. Et cette trajectoire de Sarah Blakely, elle illustre parfaitement, je trouve, la résilience de ce modèle hybride. Le jour, elle encaissait des refus à longueur de temps dans son taf de commercial, ce qui a dû l'endurcir mentalement d'ailleurs. Complètement. Et le soir, cette sécurité financière, même si elle était modeste, ça lui permettait d'investir ses propres économies dans son prototype, sans avoir la boule au ventre de ne pas pouvoir manger à la fin du mois. C'est le confort mental absolu pour innover. Et c'est pas qu'une anecdote. L'étude majeure de Rafi et Feng, qui porte sur l'analyse minutieuse de plus de 5000 parcours, elle prouve que ces créateurs hybrides ont un avantage compétitif massif. En gardant ce filet de sécurité, ils appliquent souvent, sans même le savoir, ce que la finance appelle la théorie des options réelles. Ah oui, ce concept d'option réelle, il est fondamental dans notre analyse. En finance, pour faire simple, une option, ça te donne le droit, mais pas du tout l'obligation, d'investir dans un actif plus tard, une fois que tu as récolté plus d'informations. D'accord. L'emploi salarié, ça fonctionne exactement de la même manière. Il t'offre le droit de tester l'appétence du marché pour ton produit sans miser la survie de ton foyer sur le résultat de l'expérience. Donc tu testes le terrain sans griller tes cartouches. C'est ça, si le marché répond positivement et que l'entreprise commence à générer de l'attraction, là, l'entrepreneur exerce son option TI, il démissionne et il se lance à plein temps. Mais si le produit fait un flop, l'option expire tout simplement. Le projet est abandonné. L'ego est peut-être un peu froissé, mais la capacité à payer le loyer reste totalement intacte. Le rapport synthétise cette asymétrie du risque sous le concept des 5 libertés de la démarche hybride. Ouais, décortiquons ces libertés, parce qu'elles expliquent en grande partie ces fameux 33% de survie supplémentaire du début. La première, c'est la continuité du développement des compétences. En gros, l'emploi salarié continue de te financer des formations ou te permet d'utiliser des outils super complexes qu'un créateur isolé dans son coin pourrait jamais se payer. C'est un sacré levier. Grave. La deuxième, c'est la préservation de la passion. Quand ton projet de cœur n'a pas la pression de devoir payer tes factures d'électricité là tout de suite, il n'est pas corrompu par la recherche d'un profit rapide qui est souvent de mauvaise qualité.
Tu gardes ta vision intacte. C'est ça. La troisième liberté, elle est temporelle. C'est l'histoire du runway. Tu sais, cette période de survie avant que l'entreprise n'épuise sa trésorerie initiale. Bah là, ce runway, il existe pratiquement pas, puisque le fondateur réinjecte son propre salaire en continu. C'est un apport illimité, tant qu'il garde son job. Et la cinquième liberté, c'est le maintien d'un réseau social et professionnel très actif. Ça t'évite l'isolement terrible du créateur solitaire. Mais on a sauté la quatrième, et je te laisse en parler parce qu'elle est vraiment contre-intuitive. La quatrième liberté mérite une attention particulière. En fait, c'est la contrainte de temps. Le manque de temps cruel de l'entrepreneur hybride qui doit compresser tout l'avancement de son projet sur quelques petites heures la nuit ou le week-end, ça le force à une priorisation mais impitoyable. Et à une délégation hyper intelligente. Parce qu'il a juste pas le choix. Exactement. Il n'a pas le luxe de pouvoir passer 50 heures à peaufiner un détail superflu sur son logo ou la couleur de son site web. Du coup, il se concentre exclusivement sur le cœur de sa proposition de valeur. C'est l'illustration pure et dure de la loi de Parkinson. Ah, la loi qui dit que le travail s'étale pour occuper tout le temps disponible. Voilà. Et là, comme le temps est contraint à l'extrême, ça accouche de la plus grande efficacité possible. C'est brillant. En fait, c'est un peu comme si l'emploi salarié de jour jouait le rôle d'un business angel personnel, mais incroyablement exigeant. C'est une super métaphore. Bah oui, l'employeur monopolise, disons, une quarantaine d'heures par semaine de ton temps et de ton énergie, d'accord? Mais en échange de cette captation, il te verse un salaire fixe qui finance littéralement ton effort de R&D mené la nuit. Et le plus beau, c'est qu'il fait ça sans exiger la moindre part du capital de ta future boîte, quoi. Vu comme ça, c'est le meilleur deal du monde. Et d'ailleurs, le profil psychologique de ces individus hybrides est assez étonnant. C'est-à-dire? La littérature classique dépeint toujours les entrepreneurs comme des têtes brûlées, tu vois. Des gens qui aiment le frisson du risque, l'adrénaline. Les fameux risk takers. Voilà. Or, les créateurs hybrides révèlent très souvent, au contraire, une forte aversion au risque. Ils ont une peur profonde, viscérale, de l'échec personnel et de la faillite. Ah ouais, donc des paranos un peu. Presque. Et cette paranoïa, qui serait perçue comme une vraie tare dans l'écosystème classique des startups californiennes, ça devient leur arme secrète. Ça les rend prudents. Hyper prudent. Ça garantit une exécution rigoureuse, méticuleuse, et surtout, ça permet de nettoyer toutes les erreurs de conception en amont avant même d'être à découvert sur le marché. C'est fascinant. Mais bon, attention quand même, hein. Cette double vie nocturne, c'est d'une grande efficacité, certes, mais le cadre légal peut parfois rappeler très violemment les entrepreneurs hybrides à la réalité. Ah ça, le droit est implacable. Bah oui, parce que les grandes entreprises connaissent très bien ce phénomène d'hybridation des talents et la loi les protège rigoureusement. Le plus grand danger qui plane sur un salarié créateur, c'est la fameuse propriété intellectuelle, l'API. La porosité entre les deux mondes, de jour et de nuit, elle est juridiquement mortelle. Faut faire super attention. Si l'innovation que tu développes la nuit présente la moindre intersection, même minime, avec le domaine d'activité de ton employeur, ou pire encore, si tu commets l'erreur fatale d'utiliser le réseau Wi-Fi de ton entreprise, ton adresse email pro ou l'ordinateur portable fourni par ton boss, le rapport de force s'inverse immédiatement. T'es cuit. L'entreprise peut en toute légalité revendiquer la paternité de ton invention, bloquer tout ton projet par des injonctions ou exiger des licences d'exploitation abusives. Et face à cette hémorragie potentielle de talents brillants, parce que les entreprises voient bien que leurs meilleurs éléments pourraient finir par démissionner pour lancer des concurrents directs, les grands groupes ont répliqué. Ils ont trouvé une parade. Ouais, une parade qui, en apparence, est la structure idéale pour tous. L'intrapreneuriat. L'innovation en interne. C'est ça. Des entités comme Air Liquide, Engie ou même le groupe Radio France, ils ont mis en place ces sortes d'incubateurs internes. Et la promesse est super séduisante. Ils te disent quoi en gros? L'entreprise vient voir le collaborateur et lui dit « Écoute, ne prends pas le risque de partir. Nous, on te fournit un budget dédié, des ressources techniques monumentales, un filet de sécurité total, et tu développes ton innovation tout en gardant ton beau CDI. » Tu primes instantanément la terreur de la survie financière dont on parlait. Oui, l'intrapreneuriat permet effectivement de tester la viabilité de ton produit, le fameux Minimum Viable Product, le MVP, mais avec la puissance de feu d'une multinationale derrière toi. Ce qui n'est pas rien. Non, c'est énorme. Et pour le grand groupe, c'est un outil de rétention des cerveaux exceptionnel. Ça leur permet d'internaliser l'innovation pour rester compétitifs face aux agressions des petites startups externes beaucoup plus agiles. Ouais. Sauf que... Parce qu'il y a un gros sauf que, évidemment. Toujours. Le contrat moral et financier de cette démarche, il comporte des failles profondes. Et ça finit presque toujours par frustrer les profils les plus audacieux.
En fait, le problème central, ça ressemble à une gigantesque illusion d'optique. Vas-y, je te suis. L'entreprise invite le talentueux salarié à jouer dans un bac à sable hyper luxueux. Donc le collaborateur, il se donne à fond, il construit un château magnifique avec énormément de passion. Mais à la fin du processus, quand l'innovation est prête à exploser sur le marché, force est de constater que l'entreprise demeure l'unique propriétaire du sable, de la pelle, du seau et du château tout entier. C'est exactement ça. Cette asymétrie dans la captation de la valeur économique, elle est juste vertigineuse. Parce qu'il y a ce principe juridique de neutralité salariale Qui dit que qui implique que l'intrapreneur, malgré tout son génie et son esprit d'initiative, il reste soumis à son contrat de travail classique. Donc, si son idée génère, disons, 10 ou 50 millions d'euros de nouveaux revenus nets pour le groupe, sa récompense à lui, elle va se limiter à quoi ? Dans l'immense majorité des cas, ça va être une prime ponctuelle ou une modeste augmentation annuelle. Rien qui soit à la hauteur de la création de valeur réelle. Et le cadre légal français, il encadre super strictement cette captation par l'entreprise avec une notion bien précise, celle des inventions de mission. C'est-à-dire, Ça stipule que toute création qui est réalisée dans le cadre des fonctions pour lesquelles tu es payé en tant que salarié, ça appartient automatiquement et de plein droit à ton employeur. même si c'est ton idée à la base. Ouais, et même dans le cas des fameuses inventions hors mission, donc un truc que tu fais à côté, mais en utilisant le matériel, le réseau ou le savoir-faire de l'entreprise, l'employeur conserve un droit de préférence implacable pour racheter ou capter l'idée. C'est bloqué de partout. C'est pour ça que l'absence d'un véritable statut hybride pose un vrai problème aujourd'hui. C'est un vide juridique que certains groupes de réflexion, je pense par exemple à la Fondation Jean Jaurès, ils tentent de le combler en plaidant pour la création d'un statut officiel et légal de salarié entrepreneur. Ce serait une révolution. Sans une révision du partage de la valeur, le plafond de verre de cet intrapreneuriat, il finit inévitablement par pousser les meilleurs éléments à la frustration. Et finalement, ils posent leur démission. Et la boucle est bouclée. Et justement, lorsque la démission finit par s'imposer comme la seule et unique voie pour conserver la propriété de ses propres idées, comment on orchestre cette rupture sans se diriger tout droit vers la ruine ? C'est là qu'on rentre dans la mécanique fine. Surtout dans le climat actuel. Le document de recherche qu'on décortique, il plonge dans le tissu macroéconomique de 2024 et 2025 pour apporter une réponse institutionnelle très spécifique au marché français et le paysage dépeint, il est hyper sous tension. Ah, on est sur un ralentissement économique général, c'est clair. Voilà, une baisse significative des recrutements pour les cadres. Et le rapport s'attarde sur un chiffre qui est assez inquiétant, la vulnérabilité des actifs de plus de 50 ans. On parle de 210 000 d'entre eux qui sont en recherche d'emploi, avec un taux de chômage de 4,6%, ce qui est supérieur à la moyenne de leur catégorie socio-professionnelle. Bref, le marché est super frileux. Très frileux. Ces profils seniors, ils sont dotés d'une expertise colossale, mais ils se heurtent à des stéréotypes liés à l'âge qui sont particulièrement coriaces en France. C'est un vrai gâchis de compétences. Mais en parallèle, et c'est ça le paradoxe, on observe un désir de mouvement totalement inédit. On a 1,4 million d'actifs qui changent de métier chaque année et une écrasante majorité, genre 58%, justifie ce saut par une quête pure de sens, pas par une motivation financière. Et c'est justement pour tenter de réconcilier ce formidable appétit de reconversion avec la réalité un peu rude d'un marché complexe que les pouvoirs publics ont instauré ce qu'on pourrait nommer une exception française. Quelque chose d'unique. Ouais. Depuis la réforme de 2019, on a un dispositif qui s'appelle démission-reconversion. Et ça altère profondément la mécanique classique du risque entrepreneurial qu'on connaît. En quoi ça l'altère ? Ah bien, ça permet, sous des conditions qui sont quand même extrêmement strictes, à un salarié en CDI de démissionner tout en débloquant ses droits à l'assurance chômage, la fameuse ARE. L'allocation d'aide au retour à l'emploi. Exactement. Et ça dans le but explicite de fonder ou de reprendre une entreprise. Alors attends, il faut vraiment s'arrêter un instant sur ce mécanisme. Parce que si on regarde ça d'un point de vue d'une théorie économique libérale pure et dure, c'est complètement contre-intuitif. Ah oui, c'est un changement de paradigme. Concrètement, l'assurance chômage, qui a été pensée historiquement comme un bouclier solidaire contre les accidents involontaires de la vie, de la carrière, là, elle est consciemment transformée par l'État en véritable capital d'amorçage. C'est ça. L'État français se substitue littéralement au fonds d'investissement à risque de la Silicon Valley, tu vois. Il verse des mensualités qui permettent à l'innovateur de se concentrer à 100% sur son lancement, sans craindre de perdre son logement ou de ne pas pouvoir se soigner. Mais la comparaison avec un capital risqueur est hyper pertinente, pour le coup. Parce que l'État, il distribue pas ses fonds par simple altruisme ou de manière complètement aveugle. Il y a des garde-fous. Des gros garde-fous. Le dispositif agit en fait comme un filtre institutionnel anti-démission impulsive.
C'est basé sur 3 piliers de validation qui sont super rigoureux. C'est quoi ces 3 piliers, Sam? D'abord, le critère d'ancienneté. Il faut justifier de 1300 jours travaillés en continu. En gros, ça représente 50 années sans la moindre interruption de contrat. Ça prouve déjà un ancrage profond dans le tissu productif. Tu peux pas juste faire ça après 6 mois de stage, quoi. Exactement. Le second pilier, il est d'ordre stratégique. Ça t'impose de faire auditer ton idée par un conseil en évolution professionnelle, un CEP. Et ça, avant toute démarche de démission. Tu peux pas démissionner et aller les voir après. Ah oui, la chronologie est vitale. Ouais, et les statistiques valident cette contrainte, puisqu'on sait qu'un tel accompagnement préalable, ça multiplie par 2,3 les chances de pérennité du projet. C'est énorme. Et le 3e pilier? Enfin, le 3e verrou, il exige que le plan d'affaires, le business plan, soit examiné et validé comme étant réel et sérieux par la commission paritaire Transition Pro. C'est eux qui jugent froidement la viabilité de ton marché. Ah oui, c'est un véritable parcours du combattant. Ça s'apparente à un audit impitoyable de faisabilité, ton truc. C'est fait pour. Et c'est ce qui nous introduit à la phase finale de cette analyse d'aujourd'hui, qui est sans doute la plus vitale pour quiconque songe à prendre son indépendance. Que la trajectoire que tu choisisses, ce soit l'hybridation en solo le soir dans ton garage, ou alors le recours à ce dispositif public français, le document démontre que l'acte final de démissionner, ça requiert une préparation qui s'apparente vraiment à de l'ingénierie lourde. Tout à fait. Le rapport appelle ça le concept de l'ingénierie de la pré-démission. Et cette ingénierie, elle s'articule autour de règles hyper précises, à commencer par la validation scientifique du modèle d'affaires. On l'a évoqué, mais l'erreur classique du débutant, c'est de s'enfermer dans un isolement créatif total pendant des mois pour polir un produit soi-disant parfait sur le papier, mais qui ne rencontre aucun besoin réel dans la vraie vie. Le syndrome de l'inventeur fou, c'est ça. L'approche méthodique, elle exige de tester empiriquement un produit minimum viable, le MVP, avant même de lâcher ton emploi. Il faut récolter des preuves irréfutables que la cible que tu as identifiée accepte réellement de sortir sa carte bleue pour payer et résoudre sa douleur. Prouver qu'il y a un marché, quoi. Ouais. Et techniquement, ça signifie calculer concrètement combien te coûte l'acquisition d'un client unique, c'est le fameux CAC, le Customer Acquisition Cost, et idéalement, sécuriser tes premiers euros de revenus mensuels récurrents, le MRR. Donc, générer tes premiers flux de trésorerie réels pendant que tu perçois encore le salaire de ton employeur. Exactement, c'est la seule métrique fiable. Les compliments des amis, ça compte pas. Ah oui, c'est l'antidote absolu au romantisme aveugle dont on parlait au début. Mais le produit, ça fait pas tout. Il faut aussi transformer l'humain. C'est-à-dire? Quitter le salariat, surtout dans une grosse structure, c'est souvent abandonner un rôle d'hyper spécialiste. Tu étais, ingénieur data ou expert marketing, et tu t'es protégé par des départements entiers, les ressources humaines, la comptabilité, le support informatique. Ah oui, quand l'imprimante marche pas, t'appelles l'IT. Voilà. Alors que là, tu deviens un généraliste confronté au chaos quotidien. Du coup, le document insiste lourdement sur la nécessité de la montée en compétences périphériques pendant la phase où tu es encore salarié. C'est d'ailleurs largement facilité aujourd'hui par l'utilisation massive du CPF, le compte personnel de formation. On parle de 1,4 million de bénéficiaires en 2024 quand même. C'est énorme. Et il prévient qu'il est suicidaire de se lancer aujourd'hui sans une alphabétisation minimale dans de nouveaux domaines super précis. Comme quoi? Tes propres prototypes sans avoir à payer un développeur hors de prix, mais aussi, et peut-être surtout, acquérir une éducation financière solide. Ah, ça, c'est le nerf de la guerre. Comprendre la lecture d'un bilan comptable ou savoir manipuler des outils d'analyse de données comme Power BI, c'est ça qui détermine ta capacité à piloter le navire une fois que tu es sorti de la chaleur de la forteresse. Et ce pilotage, ça nous amène vraiment au point d'orgue de toute cette préparation matérielle. L'épargne de précaution. Le fameux matelas de sécurité. Parce que la démission, elle coupe instantanément les vivres si tu n'as pas l'aide de l'État. L'analyse financière, elle exige d'inventorier, avec une honnêteté mais vraiment brutale, la totalité des charges incompressibles de ton ménage pour calculer ce qu'on appelle ton point mort personnel. Pas de place pour l'à peu près là. Ah non. Et l'erreur mathématique est super fréquente. Le rapport donne un exemple. Si un ménage évalue ses dépenses incompressibles à 2 500 € par mois, accumuler 10 000 € d'économies sur un compte, ça peut sembler hyper rassurant psychologiquement. On se dit, j'ai 10 000 balles de côté, c'est bon. Voilà. Mais en réalité, ce capital sera intégralement brûlé en seulement 4 mois. Or, toute la recherche démontre que 4 mois, c'est notoirement insuffisant pour rendre un tout nouveau modèle économique rentable. C'est beaucoup trop court. Les experts préconisent plutôt un matelas financier couvrant de 6 à 18 mois de charges complètes.
Ça, c'est pour s'assurer qu'aucune de tes décisions stratégiques dans ta jeune entreprise ne soit dictée par la panique absolue de ne pas pouvoir faire tes propres courses à la fin de la semaine. La conclusion de ce calcul, elle est juste implacable. Sans cette épargne de sécurité massive ou sans le relais garanti d'une allocation chômage dûment validée, la seule décision rationnelle et scientifique que tu dois prendre, c'est de repousser ta démission. Faut pas sauter. L'image qui émerge de cette analyse systémique, en fait, c'est que la lettre de démission, elle ressemble plus du tout à un billet d'entrée dans l'arène entrepreneuriale. C'est clair. Elle s'apparente bien davantage, je trouve, au diplôme de fin d'études qui vient sanctionner des mois, voire des années de préparation souterraine, de tests de marché très discrets et d'économies drastiques. C'est une très belle image. Et l'incapacité à réunir cette trésorerie ou à prouver son concept, ça dicte mécaniquement le report de la décision. Tout l'art de la réussite, tel que c'est démontré par cette approche qu'on vient de voir, ça consiste à repousser l'exercice de l'option de sortie le plus tard possible. Jusqu'au dernier moment. Voilà, jusqu'à ce que l'incertitude globale ait été réduite au strict minimum vital pour survivre. Ce qui nous amène à la véritable révélation de cette exploration d'aujourd'hui, le fameux moment Eureka pour notre public. La démission ne doit jamais, au grand jamais, constituer le point de départ de la réussite, elle en est la conséquence logique. Exactement. L'idée même de brûler ses navires en espérant que la peur génère du génie, c'est identifié par les données comme un biais du survivant extrêmement destructeur. La vérité historique, appuyée par la psychologie cognitive et l'économie, elle célèbre en fait la lenteur de la transition asynchrone. C'est moins sexy, mais c'est ce qui marche. Ouais, que ce soit via l'hybridation nocturne, la protection temporaire offerte par l'intrapreneuriat des grands groupes ou les audits institutionnels de l'État français, toutes ces méthodes qui sont vraiment performantes, elles concourent à la même chose, une réduction méthodique de l'incertitude. Le véritable courage entrepreneurial, en fait, ça consiste pas à ignorer la réalité du risque pour sauter dans le vide comme un casse-cou, ça consiste bien à le domestiquer, étape par étape, jusqu'à ce que le saut terrifiant se transforme en un simple petit pas en avant. Et d'ailleurs, cette domestication systématique du risque, ça soulève un ultime paradoxe qui est vraiment fascinant pour l'avenir et sur lequel on pourrait méditer. Je t'écoute. Si l'approche la plus solide et la plus encouragée aujourd'hui, ça consiste à laisser l'employeur, à travers ses structures d'entrepreneuriat, ou bien l'État, à travers ses mécanismes d'allocation, absorber la quasi-totalité du risque financier initial de l'innovation, le concept traditionnel de l'entrepreneur héroïque, celui qui risque son patrimoine personnel contre le reste du monde, est-ce qu'il n'est pas fondamentalement en train de mourir ? Ah ouais, c'est profond ça. On pourrait carrément être les témoins de la naissance d'une toute nouvelle classe d'innovateurs. Ils sont plus du tout solitaires et en danger mortel, ils sont hyper subventionnés, ils sont institutionnalisés. Et ça redéfinirait entièrement la nature même de l'audace économique au XXIe siècle. Une réflexion de fond qui remet complètement en perspective ce que ça signifie vraiment prendre des risques aujourd'hui. L'exploration de toutes ces mécaniques, ça nous force à regarder au-delà des mythes pour comprendre comment se construit réellement, solidement, l'innovation. C'est sur cette question fondamentale que se clôt cette édition. Un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés, de nous avoir accompagnés dans cette analyse complexe de la démission et de la transition entrepreneuriale. Prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle plongée en profondeur sur le murmure digital.